Archalian, bonjour. Bonjour. Géostratège, aventurier, écrivain, vous avez parcouru le monde comme personne. Les guérillas, les conflits, l'aventure toujours. Vous avez écrit plus d'une soixantaine d'ouvrages. La stratégie militaire, des atlas, la guerre irrégulière, de la poésie. Alors, on va essayer de faire un tour du monde avec vous en moins de 80 minutes. Et de parler d'amour aussi. Alors, pour démarrer, j'aimerais qu'on évoque la géopolitique actuelle, cette situation. Hubert Védrine, que nous avons rencontré plusieurs fois, dit que vous êtes l'un des meilleurs géostratèges contemporains. D'où vous vient ce goût pour la compréhension de notre monde? Vous savez, moi je suis un voyageur, et pour moi la définition du voyageur, de fond, c'est celui qui s'efforce de comprendre la perception de l'autre. Alors quand je vais dans un pays, par exemple, prenons le Vietnam. À un moment, on m'a envoyé au Nord-Vietnam pendant les bombardements américains en me disant « Tu as été dans un maquis l'année dernière avec Amilcar Cabral, tu connais un peu ce que c'est que l'anatomie d'un maquis. Les Vietnamiens voudraient un type qui s'y connaît un peu pour décrire leur façon d'envisager leur riposte à la pression américaine. » Ils m'ont dit « Ça t'intéresse ?» J'ai dit « Non, non, ça me passionne. » Bon, j'y suis allé après avoir lu tout ce que je connaissais en français et en anglais sur le Vietnam, son histoire, ses religions, ses coutumes. Je connaissais la cuisine, je connaissais leur musique. Bref, je suis rentré là-dedans et en disant ce que je souhaite, c'est vivre, pas du tout avec d'autres journalistes, pas du tout avec d'autres témoins. Je voudrais aller dans 3 villages, par exemple un village qui marche bien, un village qui marche beaucoup moins bien, et puis un village quelconque. D'accord? Choisissez vous-même. J'ai eu la chance de tomber sur un type qui s'appelait Nguyen Quoc Vien, qui parlait admirablement le français, médecin de son état, qui s'était battu contre les Français pendant la guerre de libération, et qui m'a dit « Ça m'intéresse beaucoup, votre façon d'envisager l'enquête. Je peux vous accompagner, ça vous aidera du point de vue linguistique. » Moi, je dis « Oui, volontiers, ça me va bien. » Et alors on a vécu comme ça pendant le premier village ensemble, et j'écoutais. J'écoutais ces traductions, je regardais, je jouais avec les gosses. Ils trouvaient que j'étais rigolo parce que j'étais pas pareil, quoi. Je me lavais torse nu, par exemple, j'avais des poils. Dans cette zone-là, on n'a pas de poils, on est amer. Ils trouvaient ça vachement rigolo. Alors les vieux ont dit ça suffit, foutez-lui la paix. Ils les ont écartés. J'ai dit non, bah écoutez, laissez, quoi, on s'amuse. Hein. Ouais. Bon. Et j'ai essayé de m'intégrer au maximum. Je mangeais la même nourriture, bien sûr, et surtout, je m'adaptais au petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'est le repas auquel les gens tiennent le plus. Il n'y a pas de gens qui vont dans un restaurant étranger pour manger un petit déjeuner. Non, on mange un repas. Le petit déjeuner, chacun aime son truc. Les Français, le café, le croissant, les Anglais, le thé au lait, etc. Bon, alors, quand on se retrouve devant une soupe, on fait la gueule. Bon, moi, j'ai rien dit. J'ai dit, je mange la soupe, à condition qu'elle soit chaude. Ça va très bien. Je ferme ma gueule, je m'adapte, je me coule. Je n'ai pas d'appareil de photo, je n'ai pas d'appareil d'enregistrement. Déjà, je suis étranger, alors c'est pas la peine d'en rajouter dans le voyeurisme ou l'écoutisme, etc. Donc, j'essaye de passer le plus inaperçu possible. Par exemple, dans les guérillas, habituellement, je m'entraîne avec les mecs. Ouais. Alors, ça permet une autre approche. Hein, le mec, il court avec nous, il tire à l'enterrement, directement, oui. Voilà, quand on s'entraîne, il partage la même bouffe, il couche par terre, il fait pas chier, quoi. Voilà. Bon, c'est une façon de se couler dans le truc. Bon, et puis après, il faut discuter sur qu'est-ce que tu penses de ceci, qu'est-ce que tu penses de cela, qu'est-ce que tu ressens. On n'a pas du tout la même façon de percevoir le monde. Ton truc religieux, c'est pas le mien.
ta culture, c'est pas la mienne. Tes goûts culinaires sont pas nécessairement les miens. Ton rapport avec les femmes, il peut être très différent. Ça, c'est la partie la plus difficile à pénétrer. Hein. Le voyage dans les ventres, c'est pas facile. Mais en tout cas, il faut essayer aussi. Bon, voilà. Donc, moi, si vous voulez, ce que j'essaye, c'est me faire oublier et percevoir ce que l'autre ressent. Alors, c'est comme ça, par exemple, qu'au Vietnam, j'ai très vite compris que les Américains n'y arriveront pas parce qu'ils sont tombés sur des mecs coriaces. Pourquoi ils sont coriaces? Ils sont coriaces parce que le fleuve Rouge, qui se trouve dans le Nord-Vietnam, le Tonkin, il est en altitude. Donc chaque année, au moment des crues, il déborde. Pour pas qu'il déborde et qu'il ne noie complètement les terres et en même temps les gens, il faut étayer des digues. Une digue, ça ne se fait pas tout seul, ça se fait ensemble. C'est un travail commun à une saison particulière qui oblige à un travail régulier, patient et coordonné. Cette géographie crée chez l'homme une certaine histoire. Bon, il faut comprendre ça. Donc le mec, il est coriace, il est accrocheur, il est au coude à coude, il sait ce que c'est que de travailler ensemble, il sait qu'il a un rapport au temps et au travail. C'est vachement important. Le rapport au temps et au travail, en Afrique, je ne le trouve pas. Chez les latinos, c'est pour la libre, etc., mañana. Donc il y a des différences. Sous la dénomination tiers-monde, tout ça dans un magma, il y avait des différences fantastiques. Bon, alors, le temps de comprendre ça. Le temps, en plus, soi-même de se déniaiser, c'est-à-dire arriver à, comment dirais-je, liquider ses rêves. Quand je suis allé en Inde la première fois, je voulais me baigner dans le Gange. Quand j'ai vu le Gange, j'ai dit, oh putain, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Alors je croyais que c'était un pays de la non-violence. J'en ai rarement vu un pays plus violent que celui-là. Un mec d'une caste supérieure, pour lui, si vous êtes d'une caste inférieure, vous n'existez même pas. Même ton ombre, je ne veux pas la croiser. Bon, alors on perd tout ce machin exotique du style, ouais, là, c'est vachement sympa, les Maharajas, le Taj Mahal, tout ça, etc. Bon, donc le temps de devenir moins con, ça prend du temps, hein. Il faut un peu d'humilité là-dessus, il faut arrêter, comment dirais-je, de charrier sa propre culture, ses propres images. J'ai beaucoup rêvé du Mexique, par exemple, en imaginant que les mecs qui étaient sur des trains avec les flingues, Zapata à cheval et tout ça. Puis quand je suis arrivé au Mexique la première fois, j'ai vu les petits gros en train de gratter de la guitare pour amuser les Américains avec Baby des Coca-Cola, etc. Je crois que vous avez calculé que vous n'avez, pendant 35 ans, vous n'avez pas passé plus d'un mois dans un même lieu. C'est vrai. C'est vrai. Comment est-ce qu'on vit comme ça? C'est-à-dire, vous avez juste un baluchon sur vous? Enfin, comment est-ce qu'on vit cette vie-là? Bah, d'abord, vous avez besoin de peu de choses. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que, bon voilà, je vis ici, moi. C'est pas énorme, hein. Il n'y a même pas 25 mètres carrés. Tout ce que je possède est ici. J'ai une chose qui est un grand luxe, c'est j'ai une vue. J'ai 200 mètres de vue extraordinaire. À Paris, il faut le faire. Bon, et pour ma sécurité, j'ai besoin de très peu de choses. Il faut comprimer sa sécurité au maximum. La consommation, j'en ai rien à faire. Ça ne m'intéresse pas. Dans ma catégorie socio-professionnelle, à l'âge que j'ai avec ce que j'ai produit, je devrais avoir 5 pièces, cuisine, salle de bain, une maison de campagne, etc. Mais j'ai mieux, j'ai vécu une vie fantastique. Et j'ai jamais dit oui quand j'avais envie de dire non. Ça, c'est le luxe suprême. Hein. La liberté. La liberté absolue. Bon, donc j'ai eu ça. Alors, nomadiser, ça m'a tout de suite plu. Moi, je trouvais ça bien. Et alors, il y a une chose que j'ai découverte aussi, assez rapidement. Pour comprendre l'autre, les autres, il faut être dedans, dehors. Dedans, dehors, ça veut dire que si vous n'êtes jamais sorti de France, que vous le vouliez ou non, si cultivé soyez-vous, vous restez un provincial.
Un provincial du monde. Oui, un provincial du monde. Il faut être sorti de France pour regarder la France de dehors et s'apercevoir que, ah ouais, tiens, on a des caractéristiques très très particulières. Hein. Les Américains, quand ils arrivent en Europe, ils découvrent un autre monde que ce qu'ils s'imaginent sur les cartes sur lesquelles ils ont rêvé. Donc, ce dedans-dehors, j'y tiens beaucoup. C'est-à-dire que ça aiguise l'inquiétude. IN, trait d'union, quiétude. J'avais un type qui dirigeait les services spéciaux à Singapour. Et un jour, il m'a dit une phrase inoubliable. Il m'a dit, tu vois, nous sommes prospères mais vulnérables. Alors nous sommes un gibier qui s'efforce de sentir le changement du vent avant le chasseur. Mais il n'y a pas un Européen qui pense ça. Nous, on s'est endormis sous le parapluie américain. Nous sommes tous dans la sécurité. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est totalement inquiets que la télévision nous vend de l'anxiété à gogo. Et vas-y, je te terrorise de ceci, et je te dis que le climat cela, etc. Ça va, du calme. Alors, je vous propose qu'on aille sur quand même ce terrain de l'inquiétude parce que la situation géopolitique aujourd'hui est un petit peu complexe. J'aimerais qu'on commence avec vous sur la Russie de Vladimir Poutine et l'histoire de l'Ukraine. Alors 2024, c'est l'année de l'élection pour le 5e mandat de Vladimir Poutine. Alors, Vladimir Poutine est optimiste. Pourtant, sur ce conflit avec l'Ukraine, 2 ans de durs combats, des humiliants revers sur Kiev et Kharkiv, quelques succès chèrement payés à Mariupol ou Bakhmout, la perte de presque 300 000 hommes au front. Pensez-vous qu'il a raison d'afficher cette satisfaction? Oui, parce qu'il ne peut pas perdre. D'une certaine façon, il a perdu son pari initial. Le pari initial, c'était quoi? Je m'empare de la capitale, je mets un régime fantoche et l'affaire est réglée. Bon, fiasco complet. Là, en ce moment, il est sur le plan B, c'est-à-dire je m'adosse à ma propre frontière, je m'accroche sur le terrain, et étant à 4 contre 1, et ayant détourné les sanctions grâce à la Chine et grâce à l'Inde, etc., je ne peux pas être battu, et c'est l'autre qui va s'essouffler parce qu'il paye très cher. Bon. En plus, l'année prochaine, c'est les élections américaines. Cette année, oui. Oui, enfin, cette année, oui, c'est vrai, on est déjà... Eh bien, Biden va probablement pas être réélu. Il est en perte de vitesse. Si c'est pas Trump, ce sera le Trumpisme. Et c'est terminé. C'est-à-dire que les Américains en ont marre de payer. Les Européens, il y a longtemps qu'ils sont fatigués de payer. À l'intérieur de l'Ukraine, il y a déjà des dissensions entre M. Zelensky, qui est un jusqu'au-boutiste, et les chefs d'état-major qui savent très bien qu'ils saignent dur et que la percée n'a pas eu lieu et que de toute façon il n'y a pas de percée dans un avenir prévisible. Alors, j'aimerais qu'on revienne un petit peu avec vous sur l'enchaînement qui a mené à cette agression russe sur le territoire de l'Ukraine. Pouvez-vous nous rappeler pourquoi la Russie a cette impression d'encerclement? Parce que, effectivement, malgré ce que notre propagande dit d'une façon générale, dès la fin de l'URSS, alors qu'il était question en principe d'en venir à une sorte d'état de paix relative, sur le continent européen, oui. On s'est aperçu au cours des années 90 que les Américains avaient une volonté de repousser l'ex-URSS aux frontières de la Russie. Celui qui avait émis cette hypothèse, qui était en fait un programme, c'est Zbigniew Brzezinski, d'origine polonaise, que j'ai bien connu. D'ailleurs, c'est moi qui ai préfacé son bouquin dans l'édition française, Le Grand Échiquier.
Il dit, si on veut continuer à avoir la suprématie, 3 choses. Surveiller les Chinois, empêcher les Européens de s'unir, et par-dessus tout, repousser l'ex-URSS aux frontières de la Russie, Ukraine comprise, parce que sans l'Ukraine, ça devient un État asiatique. Avec l'Ukraine, ça reste un État eurasiatique d'une relative puissance. Bon, et bien c'est ce qui s'est produit. C'est-à-dire qu'on les a lentement repoussés. Chaque fois qu'on a admis un État à l'intérieur de l'Europe, grâce aux États-Unis, en même temps, ils devenaient membres de l'OTAN, ce qui n'était pas prévu. Et alors, du côté russe, on dit, merde, je veux dire, c'est pas à quoi on s'était engagé en principe, verbalement. Et leur sentiment, c'était, bon, ben voilà, nous reculons, et c'est eux les agresseurs de facto. Alors que pour nous voulons voir l'URSS, enfin, je veux dire la Russie, que comme quelque chose d'agressif, puisque c'est eux qui ont attaqué le 22, etc. Alors, la perception n'est pas la même. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi qui ne suis pas un idéologue, mais qui constate l'état des lieux, moi mon problème ne peut pas dire qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort, c'est qu'est-ce qui se passe. Après vous vous débrouillez selon votre machin, vos goûts, vos idéologies, vos sentiments, tout ce que vous voudrez. Ce qui se passe, c'est qu'on a repoussé les Russes, ils n'ont pas aimé ça, et ils ont essayé le coup de poker, qu'on va changer le régime, et puis repartir comme autrefois. Ça n'a pas marché parce qu'entre 2014 et 2022, le nationalisme ukrainien avait grimpé, les Américains avaient entraîné l'armée, ils étaient en plus très très présents, et ils ont su très vite que les Russes voulaient s'emparer du pouvoir, et ils ont déjoué dès le début, envoyé des armes immédiatement, légères, et ils ont haussé la mise au fur et à mesure de la nécessité. Alors, mais pourtant, finalement, ce que voulait faire la Russie, c'est ce que vous décrivez, mais au niveau de l'OTAN, ce conflit a réussi à accélérer les démarches d'adhésion de la Suède et de la Finlande. Alors, ce renforcement de l'OTAN, c'est pour vous durable ou c'est le chant du cygne? Ça, vous me posez une question à laquelle il est difficile de répondre. Ce que je peux dire, c'est que pour les États-Unis, cette affaire est tout bénéfice. Pourquoi? En 21, c'est-à-dire un an avant le conflit, les Américains se replient honteusement d'Afghanistan après 20 ans de présence. C'était lamentable. On va parler de ça, oui. Bon. Lamentablement, je peux expliquer pourquoi ils avaient échoué au Vietnam, pourquoi ils avaient échoué en Irak, pourquoi ils ont échoué là. C'est intéressant. On verra ça plus tard. Mais en tout cas, une chose certaine, c'est que le fait que Poutine a commis l'erreur, en s'imaginant que ça marcherait, de s'emparer de la capitale, ça a permis aux États-Unis de se présenter comme les défenseurs merveilleux de la cause de la liberté, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, blabla, etc., etc. En même temps, ça a renforcé l'OTAN, qui, comme l'avait dit très justement à l'époque le président français, était en état de léthargie. Ça a amené la Finlande et la Suède à demander à en faire partie. Ça a revivifié. Ça a permis aux Américains de tenir l'Europe complètement. C'est eux qui se sont débrouillés pour détruire le Nord Stream, qui était un gros avantage pour les Russes. Donc c'est du tout bénéfice. Et en plus, on s'est battu pour eux. Eux qui ne voulaient pas perdre d'hommes depuis la fin de la guerre du Vietnam, ils étaient ravis. Hein, ils payaient le prix du sang des autres. Bon, c'était formidable. Donc l'opération, effectivement, est une réussite de ce point de vue-là. Voilà. Dans les conséquences que l'on pouvait attendre, c'est que ce conflit en Ukraine provoque un isolement de Vladimir Poutine. Pourtant, 2023 a montré que l'Occident était moins suivi dans le monde. Est-ce que vous pensez que cette année 2023 confirme votre théorie du reflux de l'Occident? Oui.
indiscutablement. Moi, je pense que le monde, d'une façon générale, s'est quand même rendu compte que nous marchons avec des droits de l'homme à deux vitesses. Quand il s'agit de l'Ukraine, on arrive immédiatement pour les aider. Quand il s'agit des Palestiniens, certainement pas. Quand il s'agit des gens dans le Sud, non plus. C'est-à-dire que c'est deux poids, deux mesures. Et les autres, d'une façon générale, ils sont sensibles. De surcroît, il faut ajouter une chose très importante, le monde a changé. Qu'est-ce qui a changé? La période où on était à deux, c'est-à-dire URSS, USA, se termine en 91, au bénéfice des États-Unis. Il y a quelques années formidables pour les Américains où Fukuyama s'imagine que ça y est, ça va être la démocratie partout, etc., etc., et qui va durer jusqu'à la crise dite des subprimes, En 2008. 2008. Bon. Et 2 ans après, on nous annonce, tiens, les Chinois sont les numéros 2. Ah ouais, le monde a changé. Et qu'est-ce qu'on voit depuis ce 2010, mais qui était déjà en gestation? Nous sommes dans un monde multipolaire. Un monde multipolaire, c'est fini, le truc simple. Toi, tu es avec machin, moi, je suis avec truc, le monde est entre ceci et cela. Non, maintenant, qui est exactement avec qui? Qu'est-ce que c'est ces Turcs qui sont à la fois dans l'OTAN, copains avec les Russes quand ça les arrange, copains avec les États-Unis quand ça les arrange? Qu'est-ce que c'est que ces Indiens qui sont opposés aux Chinois, mais qui ne veulent pas rentrer dans une croisade contre les Chinois parce qu'ils ne font pas confiance aux Américains non plus. Donc voilà, le monde est en plein changement. Il y a l'émergence de nouveaux. L'Indonésie, dont personne ne connaît l'existence en France, grosso modo, c'est un truc très important. 300 millions de mecs, avancés, etc. L'Asie, nous par exemple, est-ce qu'on sait à quel point la Corée du Sud c'est puissant? Rien. La Corée du Sud, vous demandez dans la rue, la Corée du Sud, on va dire bon, c'est des sous-développés. Des sous-développés. Non. Du point de vue par exemple de la marine, ils fabriquent davantage de marine que toute l'Europe entière. C'est-à-dire que, attention, le monde a changé pendant que nous sommes en train de, comment dirais-je, de continuer avec notre grandeur passée. Les autres ont fini par se réveiller. Il y en a qui traînent très très en arrière, comme l'Afrique tropicale par exemple, ou même une grande partie de l'Amérique latine. Et puis il y a ceux qui, en Asie particulièrement, en ont vraiment mis un coup. Les Vietnamiens par exemple, qui sont devenus indépendants en même temps que les Algériens, ils font 8% de croissance par an. Le niveau d'éducation de leurs gamins, de leurs gamines est fantastique. Alors que l'Algérie, c'est quoi? C'est un régime militaire qui empoche les bénéfices, le pays va à volo, et la seule chose que les mecs ils veulent, c'est foutre le camp. Alors, dans cette géopolitique mondiale multipolaire, j'aimerais avoir votre réaction, parce qu'en décembre 2023, les Européens ont décidé, un petit peu à la surprise générale, d'ouvrir les négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Alors on va se souvenir de cette sortie de Viktor Orban de la salle des plénières du Conseil européen, à la suggestion d'Olaf Scholz. Pensez-vous que cela constitue une bonne nouvelle? Non, écoutez, je trouve que c'est, comment dirais-je, c'est une nouvelle, point final. C'est absolument, comment dirais-je, hors de question qu'il fasse partie de l'Europe. Pour des raisons très évidentes. D'une part parce que les Russes ne le voudraient en aucun cas. Deuxièmement parce que c'est un très gros morceau à avaler et ils sont d'une corruption fantastique. C'est-à-dire qu'ils ne remplissent aucune des conditions d'adhésion. Je dirais que ce n'est pas les seuls. Hein. On en a pris qui ne valaient pas cher non plus. Je pense à la Roumanie par exemple, qui a été essentiellement... comment dirais-je, capable de nous envoyer comment on appelle ça, ces tziganes. Bon. Donc, non, c'était provoqué inutilement.
les Russes, qui avaient bien dit très clairement des années avant, ça c'est la ligne rouge à ne pas dépasser, et nous n'avions pas l'intention de le faire. C'est-à-dire que nous, on parle beaucoup, hein. Par exemple, nous les Européens, quand nous disons c'est inadmissible, la traduction c'est je l'ai admis. Quand nous disons nous sommes concernés, ça veut dire j'en ai rien à foutre. C'est-à-dire il faut savoir lire un peu les choses et pas juste prendre les communiqué de presse voilà. au pied de la lettre. Oui. Voilà. Alors, et je vais un peu plus loin, parce que plus globalement, on a l'ouverture des négociations faites à la Moldavie, la Bosnie et la Géorgie. Bon, sans avoir de réflexion sur la réforme des institutions, pensez-vous que l'Europe est une puissance géopolitique? Bon, c'est un rêve. Nous, devant la Géorgie, vous savez qu'en 2008, ça s'est évanoui, leur désir de faire partie de l'Europe. Mais dans la pratique, l'Europe, c'est quoi? C'est un immense marché. Nous sommes économiquement importants, ouais, c'est vrai. Du point de vue politique, nous sommes extrêmement divisés. Nous et les Polonais, que veulent les Roumains? Est-ce que les Grecs sont d'accord avec nous sur ceci ou cela, etc. Non, il n'y a pas une volonté politique commune, sauf pour un petit moment sur cette histoire d'Ukraine. Militairement, nous sommes des nains, nous sommes incapables d'assurer notre propre sécurité. Il y a un seul État nucléaire à l'heure actuelle, c'est la France. Bon, nous n'avons pas le poids nécessaire pour peser face ni à la Chine, ni à la Russie. Et rien à imposer aux Américains, on va faire ce qu'ils vont nous dire de faire. Donc en somme, l'Europe, non. Je veux dire, l'Europe, elle est loin la période où l'Europe, en 1914, et je ne parle pas des États-Unis, dominait toute l'Asie sauf le Japon et toute l'Afrique sauf l'Éthiopie. En 110 ans. Les gens ne se rendent même pas compte de ça. Et à l'époque, les Blancs, parce que c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, ils constituaient 33% de la planète. Est-ce que vous savez combien nous sommes aujourd'hui? Nous, occidentaux? 12%. C'est minable. Je veux dire, voilà pourquoi les Américains ne veulent pas perdre le monde. Parce qu'ils sont 57,5% de Blancs. Et que dans 10 ans, ils seront minoritaires chez eux du point de vue blanc. C'est-à-dire, M. Trump, je veux dire, il a des raisons d'être suivi. On peut approuver ou pas. C'est cette crainte-là, oui. Alors justement, je saisis votre passage vers l'Ouest, vers les États-Unis. Joe Biden a été un soutien constant de l'Ukraine de Volodymyr Zelensky. 2024, on l'a dit, est l'élection présidentielle et Donald Trump, malgré tous ses déboires, semble en bonne position. Comment voyez-vous ces prochaines élections et leur influence directe sur le conflit ukrainien? Considérable. Si Biden perd, ce qui est probable, si Trump ou le Trumpisme l'emporte, ce qui est tout à fait possible, l'affaire ukrainienne se termine par un compromis. C'est tout. De toute façon, l'affaire ukrainienne ne peut pas se terminer par une victoire militaire, qu'il s'agisse d'une victoire militaire ukrainienne ou qu'il s'agisse d'une victoire militaire russe. Aucun des deux ne peut gagner. Poutine a perdu, il n'a pas pu s'emparer de la capitale et placer un régime fantoche. Et Zelensky, il a perdu parce qu'il ne va jamais récupérer la Crimée et il ne va pas récupérer le Donbass, qui, soit dit par parenthèse, était rattaché et continue d'être rattaché au patriarcat de Moscou. Bon. Donc, le compromis en politique, c'est une chose classique. Il va falloir en venir au compromis. D'une certaine façon, Poutine n'est pas battu, puisqu'il ne s'en va pas la queue basse. Et Zelensky l'a gagné, parce que 85% du territoire est libre et sera garanti par l'OTAN et par les États-Unis. Alors, dans ce qui circule comme information, Donald Trump, s'il était réélu, irait beaucoup plus vite dans la prise en main du système aux États-Unis.
Il annonce le retrait des États-Unis de l'OTAN, car il considère l'Europe comme un boulet. Quelles conséquences cela aurait-il sur l'Europe face à la Russie? Énorme, énorme. D'un seul coup, on va se retrouver à poil. C'est ça ce qui va. En fin de compte, on a vécu à l'abri du parapluie américain avec moins, pour presque tous d'entre nous, moins de 2% de PIB pour la défense. Bon. Il nous l'a d'ailleurs reproché à juste titre. Il a dit, les mecs, en fin de compte, moi je me fatigue pour vous protéger, et vous ne faites même pas vos putains de 2%. Bon, il avait raison. Bon, et qu'est-ce qu'on a pu répondre à ça? Rien. Rien du tout. Bon. Quand il a dit, vous choisissez, ou bien vous allez commercer avec l'Iran, ou bien vous commercez avec moi. Et il faut choisir. Ben, on a dit, oh, on veut, et puis on s'est écrasé. Voilà. On a choisi en s'écrasant. Bon, donc l'Europe n'a pas de volonté. Imaginez par exemple les Turcs. Il fut un temps pas très lointain où ils avaient dit les Suédois pourront faire partie de l'OTAN lorsqu'ils nous auront livré les citoyens d'origine turque qui sont réfugiés chez eux. Sous-entendu, c'est des Kurdes, on veut les avoir à la maison et on va se les torturer. Est-ce qu'on a protesté? Nous, les champions des droits de l'homme? Non, c'est écrasé comme des bouses, minables. Minables. J'ai eu honte d'être européen à ce moment-là. Je me suis dit, putain, même dire non, on n'arrive pas. Je ne dis pas qu'il s'agit de faire la guerre aux Turcs, mais on n'arrive même pas à dire non. Ce sont des méthodes que nous n'acceptons pas. C'est un chantage inacceptable. Ok, clair. Je voudrais profiter de vous rencontrer parce que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup arpenté l'Afghanistan, notamment via Peshawar, le long de la ligne Durand, de nombreuses provinces. Vous avez arpenté ces territoires longtemps et j'aimerais qu'on revienne avec vous sur la séquence post-attentat du 11 septembre. Comment expliquez-vous que ce petit pays, l'Afghanistan, ait réussi à repousser l'URSS, puis les États-Unis? Vous qui le connaissez intimement. Bon, alors il faut dire une chose, c'est que contrairement aux apparences, le plus fort ne gagne pas nécessairement. C'est ce qui s'est produit au Vietnam. Les Vietnamiens, qui étaient indiscutablement plus faibles que les États-Unis, l'ont emporté. C'est-à-dire que les Américains sont partis la queue basse, et l'année d'après, les forces nord-vietnamiennes sont rentrées à Saigon. Les Américains ont perdu 58 000 hommes. Ils ont trouvé que c'était beaucoup trop. À partir de là, il y a eu un sentiment que dans un prochain conflit, il ne faut pas perdre de monde. D'où le truc, on va faire la guerre zéro mort. La traduction en langage clair de la guerre zéro mort, ça veut dire je veux zéro mort de mon côté, et toi, les dommages que j'appelle collatéraux, ils sont assumés. Je vais te bombarder jusqu'à ce que tu t'écrases. Voilà, c'est ça la guerre zéro mort. Ils ont tenté ça. Et ils se sont rendus compte que leur opinion publique ne supportait plus la mort, ni du civil, ni du militaire, et qu'ils voulaient des victoires rapides, que ça ne coûte pas trop cher. Et ils se sont aperçus qu'en face, les mecs étaient prêts à payer très cher en nombre d'hommes et en durée. Et ça, ça pose des problèmes. C'est-à-dire que si je suis prêt à avoir 300 000 morts et traîner un conflit pendant 5 ans, vous allez partir. Je ne vous ai pas vaincu, mais vous êtes en échec. Je vous ai mis en échec. Échec chez les Viets, et même les Fêtes, échec en Irak, échec en Afghanistan. Vous n'avez pas réussi à me briser, et à la longue, je vous ai écœuré, vous êtes parti avec
en perdant le moins d'hommes possible. En fin de compte, en 20 ans d'occupation, ils ont perdu 2500 mecs, c'est rien du tout. En Irak, ils ont perdu 4500. Au Vietnam, ils en avaient perdu 58 000. Alors quand vous l'expliquez comme ça, on a l'impression que cette vision stratégique que vous décrivez, vous qui avez cette vision globale, ces combattants-là auraient cette vision-là, ce calcul-là. Les talibans sont... Leur direction, oui. Le combattant, j'en sais rien. Mais la direction, oui, elle sait ça. La direction sait qu'en face, il y a un prix que les autres ne sont pas prêts à payer. Et que le temps joue en leur faveur, à condition qu'ils acceptent de payer cher. Alors, sur le terrain, justement, on voit que vous êtes admiratif devant les guerriers pachtoun, des montagnards, des gens qui ne cèdent jamais. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette figure du guerrier? Bon, on peut comment dirais-je, critiquer ça, hein, mais il faut reconnaître que le montagnard, en général, c'est quelqu'un de têtu. C'est des zones refuge. Ça vous oblige à être sobre. Vous êtes résistant, forcément. Et vous vous accrochez au terrain et vous vous dites que l'autre ne va pas avoir les moyens de suivre, comment dirais-je, votre rythme. Bon, je suis en Afghanistan. J'assiste à une séance où c'est un colonel britannique qui est en train d'entraîner des Afghans. Alors, il leur dit, et maintenant, we're going to make some push-ups. Alors, les mecs traduisent, on va faire des pompes. Et les autres répondent, non. Je dis, putain, pourquoi? Et alors les autres répondent, pourquoi faire? Pour porter une Kalachnikov, c'est pas la peine de porter des pompes. Ce qu'il faut, c'est des jambes. Et vous, avec vos 40 kilos sur le dos, ben, vous n'avez pas les moyens de nous suivre. Ben voilà. C'est ça la réalité. Voilà. Ça, c'est le terrain. Exact? Alors, avec ce pays, l'Afghanistan, vous avez croisé la route du commandant Massoud. Plus largement, votre engagement aux côtés des mouvements d'insurrection vous a mis au contact de Che Guevara, Amilcar Cabral ou encore Yasser Arafat. Diriez-vous qu'il y a un point commun entre tous ces hommes? Non. Je ne trouve pas. Pour moi, Yasser Arafat, c'était, comment dirais-je, beaucoup dans l'apparence. Guevara, c'était dans l'ultra-volontarisme. Vous m'avez cité Cabral, Oui. C'était de loin mon préféré. Je crois que vous avez reçu une décoration Oui, de sa part. c'est vrai. Et enfin, ne me l'aurait-il pas donné que je l'aurais tout de même admiré. C'était un monsieur qui connaissait admirablement sa société, ce qui n'est pas toujours le cas des dirigeants. Il était sur le terrain, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et puis, il avait une intelligence indiscutable des rapports de force. Donc, pour moi, si vous voulez, c'était un grand dirigeant, Amilcar Cabral, injustement oublié, qui reviendra de toute façon, parce qu'il y a un moment où on réfléchit sur qui a compté, qui n'a pas compté, et on s'aperçoit que certaines gloires ont été excessives, celle de Guevara, par exemple. Bon, c'est le dernier héros blanc. Bon. Il a bénéficié du fait qu'il était soutenu par l'aura de la révolution cubaine, par son physique, et puis par son côté, comment dirais-je, romantique. Mais en définitive, comme stratège, il était très mauvais. C'était le FOCO, c'est ça? Oui, C'est la propagation de la révolution, enfin, essayer de... Sans préparation politique, voilà, et en disant vous serez suivi, il suffit d'entamer la lutte armée, vous serez suivi. Bon, ça ne marche pas du tout comme ça.
Les gens sérieux, bah, c'est Mao, c'est Giap, voilà. Ça, c'est des stratèges. Mais Guevara, non, c'est un monsieur courageux, ultra-volontariste, et qui a assuré en quelque sorte son immortalité en consentant à mourir. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on bascule dans une autre zone du monde qui est au cœur de l'actualité, Israël et le Hamas. Après les massacres du 7 octobre 2023, Israël a décidé une offensive terrestre contre le Hamas dans la bande de Gaza. Pensez-vous que nous aurons dans ce conflit un enlisement de la situation sur le terrain ou un embrasement plus large avec le Hezbollah ou avec l'Iran? Je ne pense pas qu'il y aura un embrasement plus large parce que les Iraniens ne le souhaitent pas. Ils connaissent leurs faiblesses et ils savent très bien que l'Israël est un État nucléaire, une chose qu'il ne faut jamais oublier. Par contre, il faut reconnaître au Hamas qu'ils ont ramené au jour cette affaire palestinienne qui, depuis une dizaine d'années, semblait oubliée, avec beaucoup d'autres problèmes qui surnageaient très largement au-dessus. Bon, ils ont ramené ça à la une, en frappant très fort, en sachant très bien que l'autre ne pouvait pas laisser passer une intrusion pareille, ni une atrocité aussi considérable. Bon, ils l'ont entraîné en quelque sorte à une contre-offensive très excessive, avec énormément de dégâts, de pertes, de morts, etc. Ce qui fait que la guerre s'est déroulée sur deux plans très différents. D'une part, il y a la guerre proprement dite, et d'autre part, il y a eu les conséquences diplomatico-psychologiques de la guerre. Et les conséquences diplomatico-psychologiques de la guerre sont en définitive contre Israël aujourd'hui. On voit bien que Netanyahou est un jusqu'au-boutiste et qu'en définitive, ce qu'il veut, c'est l'expulsion de l'autre. Alors justement, vous qui êtes un spécialiste des guerres urbaines, vous qui savez monter et démonter une Kalachnikov rapidement, pouvez-vous nous décrire les éléments caractéristiques de cette opération, puisqu'on est vraiment dans le conflit urbain? On va faire un petit saut en arrière. À mon avis, les Israéliens ont manqué leur chance historique de se débarrasser de l'affaire palestinienne au lendemain de la guerre dite des 6 jours. Qu'est-ce que c'était la perception au moment de la guerre des 6 jours? La perception, c'était du côté occidental que Israël risquait de disparaître. Et la perception du côté arabe, à l'époque de Jamal Abdel Nasser, c'était « nous allons les jeter à la mer, on est les plus forts ». Dans la pratique, les Israéliens étaient beaucoup mieux préparés qu'on ne le pensait, et ils ont gagné haut la main. Et les Arabes étaient beaucoup moins bien préparés qu'ils ne le supposaient, et ils ont perdu de façon épouvantable, en 6 jours. À cette époque-là, à une époque où les Palestiniens étaient 3 ou 4 fois moins nombreux, du point de vue démographique, il eût fallu les expulser tous en direction de ce qu'on appelait la Transjordanie, par la suite Jordanie, où il y avait déjà une population majoritairement palestinienne, et créer là une Palestine. Bon, à cette époque-là, le régime israélien était un régime tout à fait démocratique, ils ne l'ont pas fait. Ils ont expulsé 700 000 types au lieu d'en expulser 2 millions. Aujourd'hui, c'est très différent. Il y a eu une multiplication du nombre de Palestiniens et en même temps, il y a eu une opposition de plus en plus nette de la part d'un certain nombre de pays sur l'attitude des Israéliens. Et c'est devenu difficile. Aujourd'hui, même aux États-Unis, le soutien à Israël il est moindre dans la population, particulièrement chez les jeunes, qu'il ne le fut il y a de ça une dizaine d'années.
Donc les Israéliens se retrouvent dans une situation difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Monsieur Bibi Netanyahou ne va pas rester au pouvoir. Qui va venir après? Comment on va faire? Est-ce qu'on va pouvoir les expulser en direction du Sinaï, qui est le rêve de l'extrême droite? Ou au contraire, ça va être impossible parce que justement les tensions vont être telles que ça va être deux poids, deux mesures quand on compare avec ce que les Occidentaux ont été capables de faire pour donner un coup de main aux Ukrainiens, alors que pour les autres, ma foi, c'est différent. Donc ce côté deux poids, deux mesures pèse de plus en plus dans ce monde multipolaire où les choses ont changé. Voilà. Alors j'aimerais terminer cette partie de tour du monde par une dernière ère géographique. C'est celle des Kurdes, avec le sujet de l'État islamique. Vous qui avez rédigé un rapport sur la situation des Kurdes au Moyen-Orient à la demande des Nations Unies, quand on regarde une carte des zones de peuplement kurde, on voit la Turquie, évidemment, mais aussi l'Irak, la Syrie ainsi que l'Iran. Comment ce peuple s'est retrouvé à jouer un rôle clé dans la lutte contre l'État islamique? Ouais. Bon, ça a été le cas, par exemple, en Syrie, dans une certaine mesure en Irak, pas du tout en Turquie et pas du tout en Iran non plus. Donc ils ont effectivement, particulièrement dans le cas de la Syrie, énormément joué en faveur, disons, de la démocratie et en tout cas de ce qu'on appelle le camp démocratique. Et on les a assez mal remerciés parce que finalement on les a laissés tomber. Bien qu'il reste encore quand même quelques troupes occidentales qui empêchent la Turquie de M. Erdogan de rentrer faire le nettoyage ethnique qu'il désirerait bien pratiquer. Leur faiblesse, c'est leur division, qui est le produit de l'histoire, c'est-à-dire que le fait de n'avoir que une division territoriale entre quatre États qui chacun déteste le fait d'avoir une minorité kurde aussi importante, et deuxièmement, de ne pas avoir d'accès à la mer. Si les Israéliens n'avaient pas eu accès à la mer, il n'y aurait pas d'Israël. Donc le fait d'être enclavé et divisé, ça pèse très très fort contre eux. Par contre, les écraser, on a tenté le coup. Les Turcs ont fait de leur mieux et il faut leur faire confiance. Pour ce qui est de faire disparaître un groupe humain, ils ont déjà une longue habitude. Et ils n'ont pas réussi à réduire les Kurdes, qui aujourd'hui encore leur posent problème. C'est-à-dire qu'ils les tiennent, mais ils ne les ont pas vaincus. Alors, je me souviens d'un échange que j'ai eu avec Daniel Mitterrand, qui était un fervent soutien de la cause des Kurdes. Ouais. La France, à ce moment-là, bénéficiait d'une très bonne image dans cette zone. Vous qui avez beaucoup résidé en Irak, en Syrie, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette zone? J'ai envie de dire sur le plan humain. Leur volonté de perdurer, leur capacité d'organisation, comment dirais-je, leur capacité de mobiliser les femmes. C'est des combattantes remarquables. C'est d'ailleurs une façon, entre parenthèses, quand on est une minorité, de doubler ses forces. Hein. C'est-à-dire que vous devenez vachement plus important quand les femmes remplissent les mêmes fonctions que les hommes et qu'elles sont munies d'un désir de ne céder en aucun cas. Ça compte. Donc on ne peut pas se débarrasser du problème kurde sauf par l'extermination absolue. Ce qui, dans les conditions actuelles, n'est pas envisageable. Alors, merci Gérard Chaliand pour ce vaste tour d'horizon. J'aimerais
maintenant qu'on aborde une facette de vous qui est peut-être moins connue, moins évidente, c'est l'amour. Alors vous publiez une anthologie universelle de l'amour. C'est un livre formidable qui va explorer dans tous les pays du monde les textes relatifs à l'amour, mais ce n'est pas exploré en vrac, c'est exploré de manière très organisée. C'est votre lecture. Quelque part, on part de la genèse d'une passion, on va voir toutes les étapes de cette passion, sa consommation, ses regrets, tout un ensemble, et jusqu'à la fin d'une passion, parce que tout cela est... Et ce qui est très riche dans cette anthologie, c'est de voir toute la subtilité que les différentes civilisations ont mis dans cet amour. Alors, vous dédiez cet ouvrage à ceux qui m'ont aidé dans une passe difficile. Alors, la géopolitique, les relations entre les personnes, l'amour, c'est pas toujours complètement rationnel. Non. Non, pas du tout. Et moi, j'aime l'aventure, et l'aventure amoureuse fait partie de l'aventure, et peut-être que même c'est la partie la plus extraordinaire de l'aventure, dans la mesure où c'est celle qui est partagée. Ce qui a plu à l'éditrice des Belles Lettres, c'est qu'elle m'a dit vous n'avez pas fait un livre d'universitaire avec l'amour en Afrique, l'amour en Asie, etc. Vous avez au contraire décliné l'amour en disant voilà l'éveil de l'amour, le partage de l'amour, le regret de l'amour, la jalousie de l'amour, etc. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit en définitive que, quelle que soit la société, le déroulement d'une histoire d'amour est assez similaire. Et partout, on rencontre des obstacles considérables. En fin de compte, l'amour, jusqu'à une époque très récente, et partout, sauf en Occident, depuis très peu de temps, est essentiellement tragique. L'amour est une chose qui naît, qui explose de façon magique et extrêmement violente, mais qui va être combattue. Elle va être combattue pour des raisons religieuses, elle va être combattue pour des raisons morales, elle va être combattue pour des raisons familiales, elle va être combattue pour des raisons sociales, elle va être combattue pour des raisons de civilisation, nomades contre sédentaires, etc. etc. Bref, Tristan et Iseult, Leïla et Majnun, enfin, partout, c'est les Capulets et les Roméo et Juliette, voilà. Roméo et Juliette, ça se passe mal. Alors, dans ce combat, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous alliez jusqu'au bout, c'est-à-dire Juliette, Kim, Carole, Sophie, Fanny, et j'en oublie peut-être, toutes ces compagnes de votre vie, de vos innombrables voyages, elles sont associées à l'amour, à la passion. Est-ce que ce sont elles qui vous ont inspiré cette anthologie de l'amour ? Certaines d'entre elles, oui, enfin quelques-unes, comme Kim, Juliette, Carole et Sophie, par exemple, c'est-à-dire les 4 femmes les plus importantes de ma vie, ont joué un rôle considérable. Enfin, ce ne sont pas les seules. C'est un, comment dirais-je, ça a été toujours présent dans ma vie. Toujours. Oui, je ne sais pas, il y a des gens qui sont spécialisés dans une seule chose. Il y en a beaucoup. Hein. Moi, j'ai voulu tout embrasser à la fois. C'est-à-dire que j'ai essayé de brûler la chandelle par les 2 bouts, que ce soit l'aventure physique, que ce soit la guerre, que ce soit l'amour, que ce soit le voyage. J'ai voulu tout faire, sachant que finalement tout ça est très bref et passionnant à la fois. Donc, on m'a dit, t'as changé ton fusil d'épaule? J'ai dit oui, sans lâcher le fusil. Et ça fait partie, en quelque sorte,
de, de ce qui donne un sens à l'existence, sinon son sens même. Donc, les histoires d'amour, c'est quelque chose de central dans l'espèce humaine. Alors, je signale par exemple dans la préface des choses très peu connues. Par exemple, le fait que l'homosexualité était considérée comme parfaitement normale, comme vous devez le savoir, chez les Grecs et chez les Romains. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, c'est devenu, en somme, illicite et atrocement condamnable, puisque ça pouvait mener jusqu'à la mort? Eh bien, il faut dire que, voilà, après recherche, c'est le clergé juif qui a décidé, au nom de croisser et multiplier, de dire que il ne peut pas y avoir de gaspillage de la semence, d'où la condamnation de la masturbation masculine, onanisme. Bon ben ça, moi qui suis un hétérosexuel, je ne peux pas faire l'impasse sur quelque chose d'aussi important. C'est-à-dire que, comme dans la politique, j'établis l'état des lieux, je ne donne pas mes goûts, etc. C'est comme ça. Donc, il faut dire que dans les sociétés, par exemple, comme le Japon, qui n'était pas une société influencée par le judaïsme, ni par le christianisme, ni a fortiori par l'islam, puisqu'en fin de compte, tout ça, c'est la même les religions filiation du livre, abrahamique, voilà. c'est ça. Eh bien, l'homosexualité n'a jamais été condamnée. C'est-à-dire, vous allez dans les bains publics au Japon, comme ça m'est arrivé, par exemple. Bon, il y a les bains publics pour les mecs, celui pour les nanas, et là-dedans, on fait discrètement une proposition. Vous acceptez discrètement ou pas. Bon, donc ça n'a jamais été considéré comme quelque chose de condamnable. Je dirais même, dans les troupes de choc, on retrouve, à cause de cette cohésion, Achille, Patrocle, l'homosexualité particulièrement répandue chez les samouraïs, comme d'ailleurs chez les combattants qui étaient au service des Ottomans, les janissaires, qui étaient des gosses de chrétiens raptés, qu'on amenait à l'âge de 12 ans, qu'on formait et qui n'avaient pas le droit de se marier. Ils ont réclamé au bout d'un certain nombre de générations d'avoir le droit d'avoir des enfants aussi. Mais en tout cas, pendant très longtemps, il n'y avait que cela. Bon, ça aussi, c'est intéressant de le dire. C'est pourquoi je dis que pourquoi est-ce qu'il y aurait des condamnations à mort pour quelque chose d'aussi naturel. Voilà. Alors, vous qui n'avez jamais prononcé de vœu de chasteté, dans cette anthologie universelle, vous dites que rien n'égale l'émerveillement de deux êtres qui viennent de se rencontrer, de désirer se revoir. Ces rencontres, quand on a vécu comme vous aux quatre coins du monde, est-ce que c'est pas finalement le sel que l'on recherche? Si, oui, c'est magique, quoi, bien sûr. Mais quand vous avez la chance parce que vous savez que c'est dans les sociétés traditionnelles, c'est le dernier rempart. La sexualité, c'est la muraille qui se passe difficilement. Hein. Attention, c'est le couteau. Hein. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé de prendre des risques et de réussir, et d'autres fois de les éviter très peu, parce qu'on ne plaisante pas avec ce genre de choses. Donc, mais enfin, voyager dans les ventres, c'est quelque chose d'extraordinaire aussi. Alors avec vous, attention, parce que la guerre n'est jamais loin. Vous dites que la passion amoureuse peut être aussi dévastatrice, aussi meurtrière que les conflits irréguliers. Il y a l'amour impossible, l'amour interdit, Roméo et Juliette. Ces textes du monde, comment les avez-vous choisis et est-ce que vous avez vécu chacune des étapes que vous décrivez dans cette anthologie? Oui, à un moment de ma vie, certainement. À un moment de ma vie, il y a eu ceci ou cela qui a plus joué, etc. Moi, maintenant, je dirais, si je m'exprimais sur ce que je pense que les gens devraient être le plus libres possible,
je pense que la jalousie, d'une façon générale, c'est quelque chose d'extrêmement déplaisant et qu'en définitive, personne n'appartient à personne, si ce n'est qu'il puisse y avoir un accord commun des deux, d'être ensemble pendant un temps, jusqu'à ce que l'un des deux se lasse. Voilà. Mais je veux dire, je comprends mal, le dernier texte du bouquin, c'est un texte de Éric Lucas, où il dit bon, ben, quand on a vécu quelque chose d'extraordinaire et qu'on est loin de la femme aimée, bon, qu'elle fasse ce qu'elle estime devoir faire. Il y a des liens qui ne se brisent pas. Ben, voilà, c'est ma façon de penser. Il n'y a aucune raison d'être possessif au point de penser qu'il n'y a que soi qui importe et que personne ne peut vous remplacer. Voilà. Gérard Chaliand, vous êtes écrivain, mais vous êtes aussi poète. Oui. Et peut-être que à la longueur des âges, c'est la poésie qui reste le plus fort. Dans votre parcours, Oui. vous commencez par la poésie. Tout jeune, vous publiez chez Gallimard Les Couteaux dans le sable, qui seront lus par André Breton, puis par Aimé Césaire à Fort-de-France. Cette ouverture de la poésie, cette confiance que vous exprimez, d'où vous viennent-elles ? De ces lois que je me souvienne, c'est-à-dire que quand j'ai 12 ans, par exemple, j'ai découvert Omar Khayyam. Il y avait à la collection Piazza une traduction un peu arrangée d'Omar Khayyam, ça m'a beaucoup plu. Et je lisais ses poèmes, et mon père m'a dit « Tiens, c'est bien que tu lises ça. Tu as tout à fait raison, c'est très important la poésie. » Ce qui fait que ça m'a ouvert à l'idée que bon, les récitations, ça avait un sens. Et finalement, j'ai commencé avec la poésie, et pour être honnête, je termine avec. Le dernier recueil que je suis en train d'écrire, là, bon, ce sera probablement mon tout dernier, ça me remplit d'aise. Pour moi, la poésie, si vous voulez, c'est l'usage le plus exigeant des mots. Voilà. Donc, qu'est-ce qui reste en définitive? Pour vous dire très franchement, enfin, tout ce que je sais des conflits, c'est atroce. Tout ce que je sais des conflits, c'est atroce. Nous sommes une espèce prédatrice. La géopolitique, c'est quoi? C'est l'art de s'emparer de ce qui est à autrui. Hein? Voilà. Pousse-toi que je te prenne le truc. Et alors, dit en termes universitaires, dans Grammaire de la civilisation, celui qui a écrit ce bouquin dit la géographie, en définitive, est fondée sur l'expansion. Que ce soit l'expansion d'une nation, que ce soit l'expansion d'une civilisation, que ce soit l'expansion d'un groupe, il s'agit en quelque sorte d'avancer, de prendre. Voilà. Et ben, je trouve que le partage de l'amour, c'est quand même autre chose, et en même temps, la poésie, ça reste beaucoup plus présent. En définitive, qui dirigeait la Grande-Bretagne, enfin, ou l'Angleterre, à l'époque de Shakespeare, je m'en fous, mais Shakespeare, par contre, ça compte. Voilà. Alors, pour vous, qui êtes aussi quand même le poète des steppes, l'écrit est primordial. Vous estimez que tout est dans le style. Tout à fait. Dans le recueil Feu nomade, vous avez mis beaucoup de vos sensations vécues à travers ces rencontres, mais aussi ces conflits. Oui. Le conflit, vous en faites de la poésie. C'est vrai. Je voudrais terminer cet échange très riche en évoquant vos origines. Gérard Chaliand, entre 1950 et 1975, vous avez rompu à peu près tout lien avec vos origines arméniennes. Le D final de Chaliand, de votre nom, c'est une lettre de rupture. Puis, vous êtes revenu sur cela avec Mémoire de ma mémoire. Alors, pourquoi l'avoir enfoui et pourquoi y être revenu? D'une part, parce que je n'aimais pas la déploration
que je constatais dans le milieu arménien chez les veuves, des vieilles dames de 50 ans. En tout cas, moi, elles me paraissaient vieilles, vu que j'en avais 15. Et je les comprends parfaitement. Je veux dire, après tout, elles ont vu assassiner devant elles leur père, leur frère, leurs parents, etc. Mais enfin, cette déploration m'était extrêmement pénible. Moi, je préfère me battre plutôt que de déplorer. Voilà. Donc, il y a quelque chose dans le masochisme du vaincu qui m'est extrêmement désagréable. Et j'ai voulu écarter ça complètement en disant ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux vivre la vie. Je suis dans un pays libre. Le français, c'est ma langue. C'est un pays libre. On peut à la fois avoir une histoire d'amour. On peut à la fois se battre. On peut recommencer le monde. On a soi-disant un droit au bonheur. Pourquoi pas? Toutes choses qui, dans ces dictatures de merde, sont impensables. Comment est-ce qu'un sultan pourrait imaginer que moi j'ai le droit au bonheur? Je suis rien pour lui, même pas bon pour essuyer la poussière de ses babouches. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des choses qu'il faut avoir perçues, vues. Je vois bien dans les sociétés inégalitaires ce que c'est. Alors moi j'en voulais pas, d'accord. Puis après, bon, mon père est mort, ma mère est morte, tout ça, les gens ont disparu. Et puis il y a eu, comment dirais-je, une génération de jeunes Arméniens qui ont commencé à se révolter en disant on a été massacrés et c'est pas reconnu dans le monde. Et ils ont commencé à, comment dirais-je, assassiner des représentants de l'État turc, bon, ce qui était une façon de faire du terrorisme publicitaire. Mais je trouve qu'ils se sont égarés et que c'était pas une façon, en quelque sorte, de rappeler la tragédie, qu'il allait même faire autre chose. Et comme j'avais été membre du comité Vietnam national pour le tribunal des peuples, je me suis dit on va essayer de faire un tribunal des peuples pour les Arméniens, bien que c'est une histoire qui appartienne au passé. Et j'ai réussi à convaincre des gens comme le Sean McBride, le créateur d'Amnesty International, 2 prix Nobel. Et puis ensuite on a obtenu la Sorbonne pour pouvoir avoir ces 2 journées avec des spécialistes qui sont venus des États-Unis, d'Allemagne, de Grande-Bretagne et d'ailleurs. Et ils ont été reçus par le président de la République de France. Et par la suite, ça a été reconnu par divers pays démocratiques. Et longtemps après, même par l'Allemagne, qui était l'allié de l'Empire ottoman pendant la guerre et qui savait très bien ce qui se pratiquait, et par les États-Unis, aux grandes dames de la Turquie de M. Erdogan, qui, pas plus que les précédents dirigeants de la Turquie, n'avaient aucunement l'intention de reconnaître la réalité de ce génocide. Voilà, c'est ça en quelque sorte. Alors, peut-être juste d'un mot, la situation de l'Arménie aujourd'hui, le conflit avec l'Azerbaïdjan, qui est à majorité chiite, sur le sujet du Haut-Karabakh, est compliqué. L'Arménie veut se rapprocher de l'Occident, de l'Europe. Quel serait votre conseil pour ce pays? Moi d'abord, j'ai une vision critique de l'Arménie, c'est-à-dire qu'ils ont eu un président remarquable qui s'appelait Ter-Petrosyan au milieu des années 90, qui avait dit il faut rendre une partie des territoires que nous occupons dans la mesure où ce sont effectivement des territoires azerbaïdjanais. Je ne parle pas du Karabakh, le Karabakh ça se discute. Encore que, comme il n'a jamais été accepté par l'Arménie qui le reconnaisse, ni par personne d'autre, ça restait en suspens. Donc, ils n'ont pas compris que pour être admis dans la région, il ne fallait pas créer une inimitié qui fait que l'autre voulait absolument récupérer ce qui lui avait été pris. Est-ce qu'ils se sont préparés au conflit? Non. Est-ce qu'ils se sont entièrement reposés sur la corruption et sur l'aide russe? Oui. Est-ce qu'ils se sont préparés à la guerre? Non. Bon, donc ce qui leur est arrivé là, il y a très peu de temps, c'est-à-dire la perte
du calamar, c'était inévitable. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez été génocidé que ça vous crée en quelque sorte une sorte de droit d'être aidé quoi qu'il arrive, que ça vous donne un statut spécial. Tout est fondé dans les relations interétatiques sur les rapports de force, et les rapports de force, ils dépendent de votre degré de préparation pour assurer votre sécurité. Voilà. Donc je reste un observateur froid qui sait ce que c'est qu'un rapport de force. Ben, disons que ce qui leur est arrivé, ils ne l'ont pas volé. Et dommage pour ceux qui ont été bousculés par l'histoire. Je dirais que la grosse faiblesse des Arméniens, c'est que ce sont des nationalistes qui n'ont pas le sens de l'État. Ça se paye. Voilà. Merci Gérard Chaliand, parce qu'avec vous, on a parlé de conflit, on a parlé d'amour, on a parlé de la vie. J'aimerais terminer avec une question sur la vie, qui nous permettra d'évoquer l'un de vos poèmes. J'aimerais vous poser la question suivante. Si là, maintenant, vous aviez à prendre un café avec le jeune Gérard que vous étiez à 18 ans, les yeux dans les yeux, sur le plan de la vocation et de la vie qui va avec, que lui diriez-vous? Bis. Merci pour ce conseil. J'aimerais qu'on partage avec vous un texte de Feu Nomade. Et pourquoi ce texte? Alors c'est très court. Je n'ai pas visé ma vie à demi, j'ai tout jeté dans la balance. J'ai bu à toutes les fontaines du chemin, plus que mon dû, et j'ai couvert plus de chemin. J'irai jusqu'à en tomber d'un seul coup, feu nomade, de la nuit à la nuit. Voilà, c'est à peu près tout ce que je pense. Merci. Merci à vous.